Elles naissent pour briller et choisissent la nuit. Londres, année 1920. 6 débutantes. Un destin. L'une se marie sous l'œil d'un tyran, l'autre défie la prison, une troisième tente de mourir pour sa foi noire, une quatrième dynamite l'Amérique avec sa plume. Les Mitford, beauté, idéologie, trahison, archives scellées. Et si une lettre jamais ouverte pouvait tout réécrire? Ce soir, vous ne entendrez pas une histoire mondaine. Vous entrerez dans la chambre des écodés, un siècle en feu. Restez car la dernière phrase n'a pas encore été prononcée. Dans les salons feutrés de Londres, au cœur des années 1920, circulait une rumeur qui ressemblait davantage à une prophétie qu'à une simple chronique mondaine. Une fratrie d', aristocrates 7 sœurs, au charme incandescent, allait bientôt bouleverser l'ordre établi, briser les codes d'une société déjà vacillante, et incarner à elle seule toutes les passions, toutes les folies, toutes les contradictions d'un siècle en convulsion. On les appelait les Mitford. Des noms à consonance légère, presque frivole, mais derrière lesquels se cachait une vérité brutale. Chacune d'entre elles allait choisir un destin extrême, des trajectoires si divergentes, si radicales, qu'elles allaient fracturer leur propre famille et scandaliser le monde entier. Fascisme, communisme, nazisme, mariage scandaleux, écrits sulfureux. Comment ces jeunes filles, élevées dans l'opulence et la rigueur victorienne, avaient-elles pu devenir les héroïnes sombres d'une tragédie moderne? Les débuts furent pourtant enchanteurs, presque idylliques. Imaginez ces silhouettes longilignes, ces robes de mousseline blanche et ces sourires ingénus, défilant lors des bals de la haute société londonienne. Les Mitford semblaient sortis d'un roman d'Evelyn Waugh, des créatures légères, un mélange d'innocence et de provocation, observées avec envie par les jeunes héritiers et avec méfiance par les vieilles duchesses jalouses. Mais sous les rires étouffés et les murmures des valses, grondait déjà une tempête invisible, car ces sœurs ne voulaient pas être de simples ornements mondains. Elles rêvaient de dominer la conversation, d'écrire l'histoire, de se brûler les ailes dans le feu des idéologies et des passions. Nancy, l'aînée, ouvrait la marche avec un regard acéré, une langue aussi tranchante qu'une lame et une plume qui deviendrait son arme. Déjà adolescente, elle moquait les conventions, ridiculisait ses parents, notait les ridicules de son entourage dans des carnets, comme elle promettait de transformer un jour en roman satirique. Sa voix caustique résonnait comme une première fissure dans le vernis familial. À ses côtés, Diana, la beauté froide, se rêvait en déesse tragique. Mariée d'abord à un riche héritier Guinness, elle allait pourtant tout sacrifier par passion pour un homme plus dangereux, plus sulfureux encore. Unity, la plus fantasque, obsédée par l'Allemagne nazie, allait plonger dans Hélène ombre du Troisième Reich et frôler la mort dans une mise en scène hallucinante. Jessica, la rebelle au cœur ardent, embrasserait la cause communiste avec un fanatisme aussi violent que celui de ses sœurs fascistes. Pamela, discrète, se réfugiait dans la campagne, ses chiens et ses recettes, tandis que Déborah, la Benjamine, allait devenir duchesse, témoin survivant d'une saga familiale marquée par le scandale. Mais déjà, une question obsédait les chroniqueurs. Comment cette famille apparemment unie, issue de l'aristocratie anglaise, avait-elle pu donner naissance à de tels monstres sacrés? Était-ce l'isolement étrange de leur enfance? Ce mélange de rigueur et d'excentricité imposé par leur père, Lord Redesdale, un homme bourru, conservateur, presque caricatural dans son rejet de la modernité? Était-ce la liberté excessive qu'on leur accordait, loin des écoles traditionnelles, les poussant à développer un imaginaire débordant nourri de rivalités, de défis et d'obsessions idéologiques? Ou bien était-ce tout simplement l'époque, ce bouillonnement de l'entre-deux-guerres où les certitudes s'effondraient, où l'Europe entière cherchait de nouvelles idoles, de nouveaux dogmes, quitte à se jeter dans l'abîme? Les bals de présentation à la cour, moment suprême de la saison mondaine, n'étaient pour elle que des théâtres où l'on jouait un rôle. Quand les autres jeunes filles espéraient une alliance honorable, un mariage avantageux, les Mitford rêvaient de scandales, de frissons et d'histoires interdites. On les voyait chuchoter à l'oreille d'ambassadeurs, rire trop fort lors de dîners compassés, se moquer des convenances avec une insolence qui, à l'époque,
faisait frémir les vieilles familles. Déjà, la presse s'enflammait. Les Mitford étaient différentes, dangereusement différentes. Nancy, fidèle à son ironie mordante, décrivait ses sœurs comme des personnages de fiction, chacune incarnant un archétype extrême. Elle se faisait la chroniqueuse impitoyable de leurs excès, mais elle-même ne pouvait échapper à la spirale. Ses amours contrariés, ses obsessions politiques, son écriture acide la condamnait à une vie aussi tourmentée que brillante. Diana, elle, allait commettre le geste qui ferait elle est une des femmes les plus haïes Angleterre. Quand elle abandonna son mariage prestigieux pour rejoindre Sir Oswald Mosley, le chef de l'Union britannique des fascistes, le scandale fut absolu. Que signifiait ce choix, à une époque où les ombres Hitler commencèrent déjà à étendre sur Europe? Mais si Diana scandalisa Londres, Unity, elle, choqua le monde entier. Fascinée par l'Allemagne, elle apprit l'allemand, multiplia les voyages à Munich et finit par approcher Hitler lui-même. Le Führer, séduit par son dévouement fanatique, la reçut régulièrement, au point que des rumeurs insistantes laissèrent entendre une relation plus intime que on ne l'imaginait. Comment une aristocrate anglaise avait-elle pu devenir la confidente d'un dictateur allemand? Quelle folie poussait cette jeune femme à s'asseoir au premier rang des rassemblements nazis, à lever le bras dans des saluts hitlériens enflammés? Et surtout, pourquoi, lorsqu'éclata la guerre, Unity choisit-elle le geste le plus extrême, celui qui allait marquer à jamais la légende des Mitford? Jessica, la sœur rebelle, observait avec horreur cette dérive. Elle qui s'était enflammée pour les idéaux communistes, qui rêvait de justice sociale, ne pouvait supporter de voir sa sœur Unity encensée par Hitler. Leur rivalité devint un affrontement idéologique total, un duel où se reflétèrent les fractures de toute une époque. Quand Jessica s'enfuit avec un cousin lointain pour rejoindre les rangs républicains en Espagne, l'affrontement devint une guerre intime. Comment une seule fratrie pouvait-elle incarner, à elle seule, l'éventail complet des idéologies les plus extrêmes du siècle? Les salons de Londres, autrefois charmés par ces jeunes filles pleines d'esprit, devinrent le théâtre d'un malaise croissant. On chuchotait leurs noms avec effroi, on les montrait du doigt lors des dîners, on s'arrachait les journaux qui détaillaient leurs frasques. Les Mitford n'étaient plus des débutantes. Elles étaient devenues des icônes maudites, des figures de scandale, des prophétesses d'un monde en train de basculer dans la folie. Et pourtant, derrière chaque geste extrême, chaque choix impardonnable, se cachait une quête désespérée de sens, d'amour, de pouvoir. Mais ce n'était là que le commencement. Car ce qui allait suivre, l'effondrement de l'Europe dans la guerre, allait précipiter les Mitford dans un drame encore plus sombre, encore plus violent, où leur choix ne serait plus seulement des scandales mondains, mais des questions de vie ou de mort. Car quand les bombes commenceraient à tomber sur Londres, et que les camps s'empliraient de victimes, que signifierait alors l'amitié de Unity avec Hitler? Que deviendrait l'amour de Diana pour Mosley? Et jusqu'où Jessica irait-elle dans son combat rouge sang? La légende des Mitford n'était pas une chronique mondaine. C'était une tragédie antique jouée sur la scène du XXe siècle. Et déjà, un destin funeste se profilait. La fin des années 1930 s'annonçait comme un cataclysme, et les sœurs Mitford, chacune à leur manière, s'avançaient déjà vers l'abîme. Ce qui n'avait été qu'excentricité mondaine allait se transformer en choix irréversible, gravé dans le marbre de l'histoire. Les salons de Londres, autrefois séduits par leurs éclats de rire, tremblaient désormais à l'évocation de leur nom. Les Mitford étaient devenus le miroir des passions les plus violentes et un monde au bord du gouffre. Diana, avec son visage sculptural et ses yeux d'acier, avait franchi le Rubicon. En 1932, elle avait épousé Brian Guinness, héritier d'une fortune colossale, un mariage célébré comme un conte de fées aristocratique. Mais déjà, dans son cœur, l'ombre d'un autre homme grandissait, Sir Oswald Mosley. Charismatique, séducteur, porteur d'un projet politique inspiré des fascistes italiens et des nazis allemands, Mosley représentait pour Diana bien plus qu'un simple amant. Il incarnait une cause, une religion politique. Leur liaison éclata au grand jour, et l'Angleterre, scandalisée, comprit qu'elle n'assistait pas seulement à l'adultère d'une mondaine, mais à la naissance d'un couple maudit. Leur mariage secret,
célébré en 1936 dans la maison de Joseph Goebbels, avec Adolf Hitler lui-même parmi les invités, fut l'un des épisodes les plus hallucinants de cette saga. Comment imaginer, dans le Londres policé, que Limo, une de ses plus belles héritières, ait uni son destin à un chef fasciste sous le regard bienveillant du Führer? Les photographies de cette cérémonie clandestine, à Berlin, sont devenues les reliques d'un scandale inouï. Diana ne se contentait plus d'une fascination intellectuelle. Elle avait fait de Mosley son dieu vivant et de Hitler son allié tacite. Pendant ce temps, Unity, la plus fantasque, vivait à Munich comme dans un rêve délirant. Blonde, grande, vêtue de tenues qui semblaient sorties d'un roman, elle avait réussi à se faire remarquer par Hitler lui-même. Leur première rencontre, organisée en 1935 dans la brasserie Osteria Bavaria, avait marqué le début d'une relation étrange et dérangeante. Le Führer, qui affectionnait les figures de dévotion féminine, vit en Unity une admiratrice absolue, une incarnation de ce culte qui l'inspirait. Elle devint une habituée de ses réunions privées, une présence obsédante qui suscitait la jalousie de l'entourage nazi. Était-elle seulement une groupie exaltée, ou, comme certains l'ont insinué, une amante cachée? L'histoire ne l'a jamais tranché, mais ce qui est certain, c'est qu'elle sombrait de plus en plus dans une fascination morbide. En Angleterre, la presse s'enflammait. Les journaux titraient sur la Lady Hitler, des caricatures circulaient, les diplomates s'inquiétaient. Comment cette jeune femme issue de les aristocraties britanniques pouvait-elle afficher avec les ennemis jurés de son pays? Était-ce une folie passagère ou un signe annonciateur d'une trahison plus vaste? La famille Mitford elle-même se déchirait. Lord Redesdale, le père, s'emportait, hurlait contre les choix de ses filles. Lady Redesdale, plus fataliste, assistait au naufrage avec une résignation glaciale. Les dîners familiaux devenaient des champs de bataille idéologiques. Et face à elle, Jessica, la sœur rouge, entrait en scène avec toute la fougue de ses 20 ans. Elle avait choisi l'exact opposé, le communisme. Pour elle, l'avenir appartenait aux masses, à la révolution. En 1937, alors que la guerre civile espagnole faisait rage, elle s'enfuit avec Esmond Romilly, un cousin lointain mais surtout un militant républicain acharné. Ensemble, ils rejoignirent l'Espagne pour soutenir la cause contre Franco. Imaginez le contraste. Tandis que Unity saluait Hitler à Munich et que Diana se laissait photographier au bras de Mosley, Jessica et Esmond risquaient leur vie dans les ruines de Madrid, parmi les bombes et les miliciens. Cette opposition entre sœurs, ce duel idéologique, fascinait les observateurs. Était-ce une coïncidence ou la preuve que la fratrie Mitford condensait en son sein toutes les fractures du siècle? Fascisme, nazisme, communisme. Les idéologies qui déchiraient l'Europe trouvaient dans cette famille aristocratique leur incarnation vivante. C'était une tragédie intime et collective, un drame shakespearien joué en direct sous les yeux d'un monde incrédule. Mais la tempête approchait. En septembre 1939, lorsque l'Allemagne envahit la Pologne et que la Grande-Bretagne entra en guerre, les choix des Mitford cessèrent d'être des provocations mondaines pour devenir des crimes potentiels. Unity, déchirée entre sa patrie et son idole, prit une décision insensée. Le 3 septembre, alors que la déclaration de guerre retentissait, elle se rendit dans l'English Garden de Munich. Armée d'un petit revolver, elle se tira une balle dans la tête, en pleine tentative de suicide dramatique. Elle ne mourut pas. La balle resta logée dans son crâne, la laissant diminuer, brisée physiquement et mentalement. Rapatriée en Angleterre sous haute surveillance, elle devint le spectre vivant d'une époque maudite, la preuve que la folie idéologique pouvait détruire jusqu'au corps. Quant à Diana, elle paya le prix de son engagement. En 1940, soupçonnée de trahison et considérée comme une menace directe pour la sécurité nationale, elle fut arrêtée avec son mari, Oswald Mosley. Ensemble, ils furent internés à la prison de Holloway, dans une aile spéciale. Là, derrière les barreaux, la beauté glaciale de Diana s'éteignit dans la douleur et l'humiliation. Les journaux se repaissaient de cette chute spectaculaire. La mondaine adulée, devenue fasciste convaincue, croupissait désormais dans une cellule. Jessica, quant à elle, avait vu son monde s'effondrer.
Son mari, Esmond, après leur retour d'Espagne, s'était engagé dans la Royal Air Force. En 1941, il trouva la mort lors d'une mission au-dessus de la mer du Nord. À 24 ans, Jessica devint veuve, brisée mais farouche. Elle poursuivit malgré tout son engagement politique, s'installant plus tard aux États-Unis, où elle devint une figure de la gauche intellectuelle. Pendant ces années de guerre, les Mitford étaient partout et nulle part. Elles faisaient la une des journaux, elles alimentaient les conversations. Elles symbolisaient à la fois l'attraction fatale de l'extrême droite et la résistance passionnée de la gauche. Chaque sœur devenait une allégorie, un avertissement. Mais dans le silence des maisons de campagne et des prisons, le drame humain demeurait. Des sœurs séparées par des choix irréconciliables des parents impuissants, un pays entier, qui se demandait comment une seule famille pouvait concentrer tant de contradictions. Et au milieu de cette folie, Nancy, la chroniqueuse acerbe, transformait la tragédie familiale en matière littéraire. Ses romans, brillants et cruels, transposait à peine voilées les excentricités et les obsessions de ses sœurs. Elle écrivait avec une ironie mordante, mais derrière le rire se devinait une douleur profonde. Car comment raconter l'histoire de ses propres sœurs sans ressentir l'écho de leur chute? Lorsque la guerre toucha à sa fin, l'Angleterre sortit meurtrie, mais les Mitford n'avaient pas fini de hanter son imaginaire. Diana, libérée de prison mais condamnée à l'opprobre, vivait dans l'ombre avec Mosley. Unity, diminuée, errait comme une âme perdue. Jessica, réfugiée aux États-Unis, continuait le combat politique. Nancy, installée en France, écrivait encore et toujours, transformant la douleur en satire. Mais ce qui allait suivre prouverait que la légende des Mitford N n'était pas seulement une affaire d'idéologie ou de politique. Car derrière les choix extrêmes se cachait une question plus intime, plus dérangeante. Et si au fond ces sœurs n'avaient été que les prisonnières d'une quête impossible, celle d'exister dans un monde qui ne leur offrait pas de place? Et si leurs choix radicaux N étaient que une manière de hurler leur besoin d'homme, être vu, entendu, immortel? Ce n'était pas la fin. Ce n'était jamais la fin avec les Mitford. Car après la guerre, dans les ruines d'un monde à reconstruire, elles allaient encore se réinventer, encore scandalisées, encore fascinées. Leur destin, déjà hallucinant, allait basculer une fois de plus dans l'imprévisible. L'Europe sortait de la guerre, épuisée, exsangue, en ruine. Mais pour les Mitford, ce n'était pas une fin, c'était une métamorphose. Comme si les flammes du conflit mondial n'avaient été qu'un prélude, elles s'apprêtaient à incarner, chacune à leur manière, les fantômes et les obsessions du monde nouveau. L'Angleterre les avait connues jeunes filles insolentes, puis figures extrêmes des idéologies meurtrières. Elle allait désormais les découvrir sous un autre visage, celui de femmes fracturées par l'histoire mais toujours avides de laisser leur empreinte. Unity d'abord l'ombre la plus lourde de cette saga. Après sa tentative de suicide manquée à Munich, elle vécut ses années de guerre dans une semi-conscience, diminuée, prisonnière d'un corps et d'un esprit mutilés. Les médecins n'avaient jamais pu extraire la balle logée dans son crâne. Elle survivait comme une morte vivante, incapable de parler avec clarté, sujette à des crises, vivant dans une dépendance totale. Autrefois muse d'Hitler, confidente exaltée du Führer, elle n'était plus qu'une silhouette brisée errant dans la maison familiale d'Oxfordshire. Pour certains, elle était une victime de l'histoire. Pour d'autres, une traîtresse punie par son propre fanatisme. Mais pour la famille, elle était un rappel insupportable. Chaque jour, son regard perdu rappelait que les choix extrêmes pouvaient détruire jusqu'à l'âme. Diana, elle, avait survécu à la prison, mais non au scandale. Son internement à Holloway avait marqué les esprits, et même après sa libération, elle demeurait une paria. Pourtant, loin de se repentir, elle resta fidèle à Mosley qu'elle accompagna jusqu'à sa mort. Ensemble, ils vécurent en semi-exil, d'abord en Angleterre puis à Paris. Leur maison de la rue de la Tour devint un lieu étrange, où se croisaient admirateurs fidèles, provocateurs politiques et curieux fascinés. Diana, toujours élégante, toujours glaciale, cultivait son image de beauté déchue, persuadée qu'un jour l'histoire lui donnerait raison. Mais à Londres, son nom restait maudit. Dans les clubs aristocratiques, on chuchotait encore
Comment avait-elle pu trahir son pays pour Lesa Mourdik et un dictateur en devenir? Face à elle, Jessica poursuivait son chemin à l'opposé du spectre. Réfugiée aux États-Unis après la mort tragique de son mari Esmond, elle s'était reconstruite dans le feu du militantisme. Elle rejoignit les cercles de gauche américains, devint journaliste, écrivain, et surtout une voix infatigable contre les injustices sociales. Ses enquêtes sur les prisons américaines, ses pamphlets contre les inégalités, son humour acide firent d'elle une figure respectée de l'intelligentsia progressiste. Mais jamais elle n'oublia ses racines. Dans ses mémoires, elle peignait ses sœurs avec une franchise cruelle, dévoilant au grand jour leurs dérives, leurs obsessions, leurs contradictions. Pour elle, raconter les Mitford était un devoir, exposer au monde comment la folie idéologique pouvait naître au cœur de la douceur aristocratique anglaise. Et Nancy, toujours, veillait avec sa plume. Elle aussi avait payé un prix. Ses amours malheureuses, sa santé fragile, ses exils à répétition la fragilisaient. Mais son écriture, elle, flamboyait plus que jamais. Dans The Pursuit of Love ou Love in a Cold Climate, elle transforma ses souvenirs en satires immortels. Les personnages inspirés de ses sœurs devinrent des archétypes universels. La frivole, la fanatique, la romantique, la rebelle. Les lecteurs riaient aux éclats, mais sous la comédie se cachait un témoignage déchirant. Car Nancy savait que ce que elle écrivait, N, était pas que une fiction. C était la chronique, D, une génération sacrifiée. Son humour était une arme, un écran contre la douleur. Derrière chaque réplique mordante, on devinait une sœur perdue, une famille déchirée. Pamela, la plus discrète, tentait de se tenir à l'écart. Amoureuse des chiens, de la campagne, des plaisirs simples, elle incarnait l'opposé de ses sœurs flamboyantes. Certains la surnommaient la Mitford rurale, une caricature presque effacée. Pourtant, même elle, à sa manière, fut tapée par la légende. Car dans une famille où chacune devenait un symbole, même le refus du scandale devenait une déclaration. Pamela était l'antithèse, la normalité incarnée au milieu du tumulte. Et puis il y avait Déborah, la Benjamine, la survivante, celle qui, paradoxalement, allait incarner la continuité aristocratique que ses sœurs avaient toutes rejetée ou pervertie. Mariée au duc de Devonshire, elle devint duchesse de Chatsworth, maîtresse d'Eaim, un domaine somptueux que, elle transforma avec un sens aigu de elle, héritage, et du spectacle. Elle accueillait les visiteurs avec un sourire discret, préservant l'aura de la noblesse anglaise, dans un siècle qui s'en détournait. Et pourtant, derrière ces réceptions impeccables, elle portait aussi la mémoire des sœurs perdues, la douleur d'une fratrie fracturée à jamais. Ce contraste était fascinant, alors que Diana restait fidèle au fascisme, que Jessica écrivait des brûlots communistes, que Nancy transformait leur vie en satire. Déborah incarnait la stabilité, l'apparente normalité. Mais cette normalité elle-même devenait un rôle, une façade fragile. Car comment porter un nom comme Mitford sans en porter aussi les ombres? Elle, après-guerre, mit en lumière une vérité dérangeante. Les Mitford N étaient pas seulement des sœurs excentriques, elles étaient devenues des mythes vivants, des figures obsédantes pour leur époque. Les journalistes les poursuivaient, les historiens les disséquaient, les romanciers les réinventaient. Elles incarnaient la question la plus brûlante du XXe siècle. Comment des individus, même issus de la plus haute aristocratie, pouvaient-ils se jeter avec une telle ferveur dans les bras de l'extrémisme? Les témoignages d'époque abondent. Certains rappelaient les dîners où Diana et Mosley défendaient Hitler devant des aristocrates médusés. D'autres évoquaient les rires de Nancy en se moquant des obsessions de ses sœurs, comme pour conjurer la terreur. D'autres encore décrivaient Unity, silhouette errante, qui parfois murmurait encore le nom d'Hitler dans ses divagations. Chaque fragment, chaque anecdote renforçait le mythe. Mais au-delà du scandale, une vérité plus intime se dessinait. Les Mitford N étaient pas seulement des actrices un drame historique, elles étaient les victimes d'un piège. Nées dans un monde en mutation, privées d'une véritable éducation formelle, livrées à elles-mêmes dans une maison où l'imaginaire tenait lieu de discipline,
Elles avaient cherché dans les idéologies une échappatoire, un cadre, un sens. Et chacune, à sa manière, avait trouvé une foi destructrice. Fascisme, nazisme, communisme, aristocratie. Autant de religions de substitution. Dans les années 1950 et 1960, leurs trajectoires divergentes se poursuivirent comme des parallèles impossibles à réconcilier. Diana publia ses mémoires, tentant de justifier ses choix avec une froideur qui glaça ses lecteurs. Jessica, elle, multiplia ses engagements aux États-Unis, publiant The American Way of Death, une dénonciation féroce de l'industrie funéraire qui fit scandale outre-Atlantique. Nancy, malade, affaiblie, continua d'écrire jusqu'à sa mort en 1973, laissant derrière elle une œuvre qui devint rapidement culte. Deborah, survivante élégante, voyait passer les décennies, recevant reines et présidents dans son domaine de Chatsworth, incarnant une Angleterre éternelle mais hantée. Unity, elle, resta à l'ombre. Elle vécut encore quelques années, diminuée, avant de mourir en 1948 d'une méningite causée par la balle restée dans son crâne. Sa mort fut à la fois un soulagement et une malédiction. La fin un corps brisé, mais le début d'une légende encore plus sombre. Et alors que le temps passait, une question persistait, obsédante, lancinante. Comment expliquer les Mitford? Était-ce un hasard familial, une série de coïncidences tragiques? Ou bien incarnait-elle quelque chose de plus vaste, de plus universel? Le XXe siècle en miniature, avec ses séductions idéologiques, ses trahisons, ses rêves brisés? Car une vérité demeurait implacable. On ne pouvait pas oublier les Mitford. Même quand elles disparaissaient, leur nom revenait comme un spectre. Les historiens les invoquaient pour comprendre l'attrait du fascisme en Angleterre. Les écrivains les utilisaient comme symboles. Les lecteurs, fascinés, se perdaient dans leurs correspondances, leurs mémoires, leurs caricatures. Et toujours revenait la même question. Pourquoi elle? Pourquoi cette famille? Pourquoi ces sœurs? Leur histoire n'était pas seulement celle de l'Angleterre. C'était celle de l'Europe tout entière, déchirée entre ses extrêmes, incapable de trouver l'équilibre. Dans le rire acide de Nancy, dans la passion glaciale de Diana, dans la ferveur rouge de Jessica, dans le silence rural de Pamela, dans l'élégance de Deborah, et dans la folie tragique d'Unity, on lisait la fresque d'un siècle entier. Et pourtant, malgré les explications, malgré les analyses, un mystère demeurait. Peut-être que les Mitford échappaient à toute rationalité. Peut-être étaient-elles simplement des forces de nature, des astres fous attirés par des soleils différents, destinés à se consumer. Peut-être enfin n'étaient-elles que des femmes en quête désespérée de sens, qui dans le tumulte d'un siècle sans repère, avaient choisi les extrêmes comme d'autres choisissent la prière. Mais alors, qu'allait-il rester d'elles? Des mémoires éclatées, des rires consignés dans des lettres, des scandales figés dans les archives, et, surtout, une légende si puissante qu'elle allait survivre aux décennies. Car même après leur mort, les Mitford continuaient de fasciner, de hanter, de provoquer. Et cette fascination n'allait faire que grandir. Novembre comme S. Il portait des nouvelles un passé qui haine, a pas compris, que il était passé. Une troisième, une librairie de quartier à San Francisco, où une Anglaise exilée signe son nom sur la première page un livre qui attaque un système funéraire. Elle sourit à la jeune femme devant elle et lui dit presque malgré elle, « Ne perdez jamais votre sens de l'indignation. » Une quatrième. Un domaine en Derbyshire où une duchesse ajuste non pas une couronne, ridicule à l'même époque, mais un bouquet soigneusement, comme si l'arrangement des couleurs était une prière contre l'oubli. Ces instantanés ne justifient rien, accusent rien. Ils gardent seulement les espèces de vérités brèves que peuvent atteindre les gestes. On pourrait croire que tout est dit, mais les archives sont faites pour surprendre. Un jour, dans un fond secondaire, on exhume une lettre, un autre une photographie annotée refait surface. Ailleurs, c'est l'agenda d'un domestique, une facture, une carte postale d'un hôtel. Ainsi avance la seconde vie des Mitford, par résurrection minuscule. Et chaque trouvaille lance sa flèche de questions. Qui était là ce soir-là? Pourquoi ce détour? Comment expliquer ce silence ce jour précis, alors que tant d'autres jours débordèrent de mots? Ces menues découvertes font trembler les grandes statues. À travers elles, les Mitford redeviennent humaines, prises dans la contingence.
Elle a raté son train. Elle a eu mal à la tête. Elle a hésité devant un bouquet. Elle a ri à une blague vaseuse. Et tout à coup, le roman se dégonfle pour mieux respirer. Des femmes, voilà ce qu'elles étaient, mortelles, faillibles, plus vastes que leurs mots d'ordre. Pourtant, le siècle, avide de symboles, continue de les réclamer. Les universités débattent de elles, attraction de elles, extrême droite dans elles, aristocratie britannique de elles, entre deux guerres. Les musées montent des expositions sur la saison des années 1920, y glissant quelques clichés où des jeunes filles, encore innocentes pour l'objectif, se préparent à la longue dérive. Des séries télévisées revisitent leurs caricatures, y déposent des larmes sur des visages qu'on avait pris pour du verre. Dans cette ronde des reflets, chaque époque les remodèle à son image. L'ère postmoderne les lit comme des icônes de la construction de soi. L'ère politique les brandit comme caution ou contre-exemple. L'ère du scandale y voit une lignée de premières influenceuses. Est-ce juste? Est-ce trahir? Peut-être, mais la légende n'appartient plus à son origine, et les Mitford, qui jouèrent tant avec les regards, nés, auraient sans doute pas renié ce destin de spectacle renouvelé. Et puis il y a les maisons. Les pierres écoutent à les pas, les tapis retiennent la poussière légère des robes, les miroirs ont la mémoire la plus fidèle. Ils ont reflété des visages qui ne reviendront pas. Quelqu'un, un soir, traverse un couloir où la lumière décline. Il s'arrête devant un cadre. Il croit percevoir le froissement d'une mousseline. Il ne perçoit que son propre souffle. Dans ces lieux, la présence des Mitford n'est pas un fantôme. C'est une façon de regarder. On les voit encore parce qu'on a appris d'elles à chercher la brèche entre la comédie et la tragédie, entre la provocation et la tendresse, entre la foi et l'ironie. Dans la moindre anecdote, elles ont laissé un mode d'emploi du romanesque. Peut-être est-ce là finalement leur insoutenable héritage. Nous avoir appris à exiger de la vie une dramaturgie qui, à force d'être attendue, finit par advenir. Mais il faut, dans cette dernière heure, risquer le verdict. Leur grandeur. Elles ont pris au sérieux leurs désirs et leurs démons, jusqu'à se laisser déchirer par eux. Leur faute? D'avoir cru que l'histoire pouvait se courber aux grâces d'un salon, aux certitudes d'une idéologie fétiche. Leur splendeur? D'être restés, même dans l'erreur férocement singulière. Leur misère? D'avoir confondu l'absolu avec le pouvoir. Et nous, que faisons-nous de ce bouquet contradictoire? Nous le posons dans un vase, nous en respirons l'odeur, nous grimaquons à ses épines, puis nous le laissons sur la table, inévitablement. Parce que ces fleurs-là disent quelque chose de nos propres contradictions. On raconte. Est-ce vrai? Est-ce une fabulation utile? Qu'un carton scellé, dans une bibliothèque privée, renferme encore des lettres inédites. On murmure de possibles confessions, une page où quelqu'un, laquelle, écrirait à voix basse le doute originel, le moment où l'idéologie a failli se briser contre un geste de bonté, puis a repris son cours comme un fleuve oblique. On dit que ce carton sera ouvert dans quelques années seulement, selon la volonté d'un déposant scrupuleux du secret. Et déjà, nous prêtons l'oreille, comme si le papier pouvait chuchoter. Qui trouvera-t-on? Une absolution? Une condamnation? Ou ce rayon de gris qui ne contente personne et qui pourtant est toute la vérité des vies vécues? Car ici réside le dernier retournement. Peut-être les Mitford ne sont-elles pas leur allégorie de l'un extrême, mais l'exemple éclatant d'une banalité dangereuse, celle de la soif de sens quand le monde chancelle. Elles ne furent ni démons ni saintes. Elles furent des filles de leur temps, des lecteurs avides de doctrine, des amantes qui cherchèrent des dieux dans les hommes. Et ce sont nos propres fragilités qui s'y reflètent. Quels dogmes nous séduisent aujourd'hui? Quelles élégances cachent nos compromissions? Quelle comédie fait passer nos fidélités? Et sous la comédie, quelle tragédie se prépare? L'écho des Mitford, s'il est si violent, c'est qu'il résonne dans ce puits-là, encore et encore, sous des noms nouveaux, des hashtags, des slogans, des fêtes où rien ne semble grave, jusqu'au moment où tout bascule. Alors que reste-t-il lorsqu'on referme ce récit? Des visages, des liens de sang tenus comme des cordes raides au-dessus d'un vide politique, des éclats de rire pétrifiés dans un album, deux mariages, dont l'un sous l'œil d'un tyran, une balle logée dans une tête trop pleine de rêves,
Un exil qui devient maison. Une bibliothèque encore chaude des mains de la satiriste. Un domaine où l'on veille sur les pierres pour se souvenir de l'air. Et cette phrase, enfin, que aucune de Esselzen a dite mais que toutes semblent chuchoter. Qu'auriez-vous fait, à notre place, quand le siècle se tenait, haletant, devant la porte? Le rideau ne tombe pas, il tremble. La salle demeure incertaine, comme prise d'un remords diffus. Au fond, une porte s'entr'ouvre sur une pièce d'archives. On voit une enveloppe, un ruban, un cachet. La main du conservateur avance, hésite. La caméra se rapproche, le souffle se suspend. Et juste avant que les doigts ne déchiffrent les premières lignes, l'écran se noircit. On n'entendra pas ce soir ce que cette lettre dit. On ne saura pas quel aveu ou quel mensonge s'y cache. On restera dehors dans la nuit claire d'Angleterre, à écouter le vent dans les ifs et à se demander, encore et toujours, ce que l'histoire exige de nos fidélités. La légende des Mitford ainsi se termine comme elle a commencé, par une promesse, une menace et une question qui ne veut pas mourir.